Il y a des personnes dont le simple message ou la présence déclenche un mécanisme d'alerte dans votre esprit, comme si votre corps savait avant vous le prix invisible que vous payez pour les tolérer. Ce serait naïf de nier qu'il existe des individus capables de drainer votre énergie et d'enchevêtrer votre paix avec des commentaires, des attitudes ou des manipulations subtiles. Le stoïcisme ne sucre pas la réalité. Il vous la jette au visage. Il vous rappelle que vous ne pouvez pas contrôler les autres, seulement vos propres réactions. Il ne s'agit pas de résignation ni de devenir une statue insensible, mais de reprendre les rênes de votre état émotionnel lorsque l'extérieur veut envahir vos limites. Cesser de souffrir à cause de personnes toxiques n'est pas un service que vous leur rendez, mais un acte de dignité personnelle. Vous n'avez pas l'obligation de permettre à quiconque de fracturer votre caractère. L'autocontrôle n'est pas de la froideur, c'est le filtre qui sépare l'essentiel du destructeur. Il y a une différence brutale entre la tolérance et la soumission émotionnelle. L'une vous renforce, l'autre vous condamne à la dépendance. Personne ne mérite d'avoir le pouvoir de dicter votre état d'esprit. Ce qui est en jeu, c'est votre paix et votre énergie quotidienne. Chaque fois que vous cédez le contrôle, vous perdez un peu de vous-même. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 leçons stoïques, pratiques et directes pour rompre ce cycle. Parce que vous méritez une vie où votre bien-être ne soit pas l'otage des fractures des autres. Votre tranquillité est votre patrimoine. Défendez-la avec discipline. 1. Identifie les comportements qui drainent ton énergie. La vérité est celle-ci. Personne ne te vole ton énergie. C'est toi qui décides de la laisser entre les mains de comportements que tu sais déjà t'épuiser. Ce n'est pas une question de malchance, ni de croiser des personnes difficiles. C'est une question d'habitude mentale que tu répètes même en sachant qu'elle te coûte cher. Ici, il n'y a pas de place pour des excuses. Si tu continues à accorder ton attention à des conversations inutiles, si tu acceptes des invitations qui te pèsent plus qu'elles ne t'apportent, si tu restes dans des dynamiques où tu finis toujours par te justifier ou te sentir insuffisant, tu n'es pas une victime, tu es complice de ta propre fatigue. Le premier pas, et le plus inconfortable, est de cesser de nier ta responsabilité. Personne d'autre ne va identifier ces comportements pour toi, ni les signaler sans que tu ne le prennes comme une attaque. La compassion bon marché ne va pas te sauver. Ce dont tu as besoin, c'est d'un inventaire honnête des gestes automatiques, des réponses réflexes, des silences forcés et des concessions que tu fais chaque jour par peur du conflit. La plupart du temps, tu sais parfaitement quelles sont ces situations et ces personnes qui te laissent t'épuiser. Mais tu préfères détourner le regard, car l'admettre signifierait devoir agir. Et agir implique de l'inconfort, des ruptures, parfois une solitude temporaire. Alors tu te racontes l'histoire que ce n'est pas si grave, que c'est normal de se sentir épuisé, que la vie est ainsi. Ce n'est pas du réalisme, c'est de la lâcheté mentale. Le stoïcisme ne consiste pas à être froid ou distant, il s'agit d'être impitoyablement clair sur tes limites et sur ce que tu permets d'entrer dans ton espace émotionnel. Ton énergie n'est pas infinie, et chaque fois que tu l'offres à la plainte, au drame des autres, à la manipulation déguisée en préoccupation, tu hypothèques ton bien-être. Si tu t'épuises pour des choses que tu ne peux pas contrôler, c'est parce que tu t'es habitué à ne pas filtrer, à ne pas discerner, à ne pas dire non quand il le faut. Prends la responsabilité du filtre que tu utilises pour décider à qui et à quoi tu donnes ton temps et ton esprit. Il ne suffit pas de se plaindre ou de souhaiter que les gens changent. La véritable discipline consiste à couper à la racine les comportements que tu répètes par peur de te sentir seul, par peur de perdre une prétendue harmonie qui n'est rien d'autre que de la résignation déguisée en maturité. Ne te trompe pas. Chaque fois que tu tolères un manque de respect, chaque fois que tu te tais pour éviter la tension, tu ajoutes du poids à une dette émotionnelle qui tôt ou tard te laissera vide. La paix mentale ne se négocie pas. Soit tu choisis les comportements qui te renforcent, soit tu continues à donner ton énergie à ce qui te fragilise. Si tu n'identifies pas ce qui te draine, tu choisis de rester brisé. Personne d'autre ne le fera pour toi.
2. Arrête de chercher la validation de ceux qui te blessent. Tu rentres chez toi après une longue journée. Tu regardes l'écran de ton téléphone et comme un réflexe automatique, tu vérifies si cette personne a répondu. Peu importe si la dernière chose qu'elle t'a dite était une critique déguisée en conseil, une blague acerbe ou ce silence à moitié qui te laisse penser que tu as fait quelque chose de mal. Te voilà, encore une fois, attendant un signe, un geste, n'importe quel signe d'approbation qui te sorte de l'inconfort. Tu sais que cette validation ne dure jamais assez longtemps et qu'après un moment, tu ressens à nouveau la même anxiété, le même vide. C'est comme si, malgré tout ce que cela t'a coûté, tu continuais à parier ton estime de soi à la roulette d'un jugement extérieur. Et le pire, c'est que tu reconnais le schéma. Chaque fois que tu reçois une minimale acceptation, tu t'accroches plus fort. Chaque fois que tu es ignoré ou méprisé, ton esprit se remplit d'explications qui ne servent qu'à justifier l'attachement. Parfois, tu te convaincs que, si tu parviens à plaire ou à prouver ta valeur, cette personne va changer d'attitude et enfin, tu te sentiras suffisant. Mais ce qui se passe réellement est un mécanisme d'auto-sabotage. Tu remets le contrôle de ton humeur à celui qui a le moins prouvé qu'il le mérite. Quand tu cherches la reconnaissance auprès de ceux qui te blessent, ce que tu cherches en réalité, c'est une réparation impossible. Tu refuses d'accepter que leur approbation ne guérira jamais ce que d'autres ont brisé en toi auparavant. Tu insistes pour répéter la dynamique parce qu'au fond, tu as peur de faire face à l'abîme de ton propre jugement. Tu préfères écouter leurs opinions, même quand elles sont toxiques, que de t'asseoir pour écouter ce que tu penses de toi-même. Là se trouve la racine du problème. Tu déposes ta valeur entre des mains étrangères parce qu'en le faisant, tu retardes l'inconfort d'assumer ta propre responsabilité émotionnelle. Il n'y a pas de dignité à attendre des miettes de ceux qui t'épuisent. Le besoin de validation est une fracture dans le caractère, un point faible que les autres détectent et exploitent. Si tu ne le reconnais pas, tu t'habitues à mesurer ta valeur au thermomètre de ceux qui ne respectent même pas ton intégrité. Le stoïcisme ne te demande pas d'être de pierre, il exige que tu sois honnête avec ce qui te rend vulnérable. Ta paix mentale dépend de cesser de demander la permission d'exister. Tu ne reprends le contrôle que lorsque tu comprends que ton propre jugement vaut plus que n'importe quel applaudissement extérieur. Personne ne peut te donner la validation que tu n'as pas cultivée à l'intérieur. La liberté émotionnelle commence le jour où tu cesses de mendier reconnaissance et commences à construire le respect de soi. Tu n'es pas le reflet de ceux qui n'ont pas su te voir. Tu es le résultat des décisions que tu prends pour cesser de dépendre d'eux. 3. Établis des limites fermes sans justification. Parfois, je me surprends à justifier des limites qui, au fond, n'ont pas besoin d'explication. Je me découvre en train de rédiger mentalement des excuses, ornant chaque nom de justification inutile, presque comme si je devais demander pardon pour défendre mon espace. C'est un mécanisme qui remonte à loin. On grandit en pensant que poser des limites est égoïste, que dire « stop » est un manque d'empathie, que tu dois argumenter chaque décision qui t'éloigne du conflit. Mais ce récit ne fait que t'enfermer dans un cycle d'épuisement. Chaque fois que tu te justifies, en réalité, tu cèdes du terrain. Tu donnes à l'autre la sensation que ta frontière est négociable, que tu peux te convaincre du contraire s'il présente le bon argument. Et c'est là que commence l'épuisement, la culpabilité, le doute, la tentation de céder un peu plus pour éviter l'inconfort. La limite devient quelque chose de fragile, une ligne tracée dans le sable que n'importe qui peut effacer. Apprendre à établir des limites fermes, sans donner d'explication, est une décision qui met mal à l'aise, car elle t'oblige à assumer le coût de ne pas plaire, de ne pas satisfaire, de décevoir les attentes des autres. C'est un prix élevé, et c'est pourquoi si peu de gens le paient. Si tu analyses les dynamiques avec des personnes toxiques, tu verras qu'elles cherchent toujours la faille de l'argument. Si tu leur donnes des raisons, elles les utilisent comme levier. Si tu leur montres de l'insécurité, elles la transforment en combustible. C'est pourquoi la seule limite réelle est celle que tu ne négocies pas.
Dire « je ne permets pas cela » sans embellissement, sans discours, sans ouvrir la porte à des discussions, est une déclaration d'autonomie. Il ne s'agit pas d'être brusque, mais d'être clair. La limite n'est pas une attaque, c'est une décision stratégique pour protéger ton énergie. Le stoïcisme le dit clairement. Ce qui est sous ton contrôle, c'est ta réponse, pas l'opinion des autres. Si chaque fois que tu marques une distance, tu as besoin de te justifier, au fond, tu demandes la permission. Et personne ne respecte celui qui demande la permission d'être respecté. Le respect de soi ne se mendie pas, il s'exerce, même quand cela met mal à l'aise. Le processus est plus mental qu'externe. D'abord, tu dois accepter que tout le monde ne comprendra pas tes limites. Et c'est bien. Ensuite, tu dois entraîner ta tolérance à l'inconfort, le regard de déception, le commentaire passif-agressif, le silence forcé. Tout cela fait partie du prix. Mais chaque fois que tu maintiens ta frontière sans reculer ni te justifier, tu renforces un muscle interne, celui de l'autodétermination. La limite n'est pas seulement une ligne vers l'extérieur, c'est une déclaration vers l'intérieur de ce que tu es prêt à tolérer et de ce que tu ne vas plus porter. Voici une phrase que tu dois te rappeler. Ta tranquillité vaut plus que l'approbation de ceux qui ne respectent pas tes besoins. La fermeté est un investissement à long terme. Celui qui prend ses limites au sérieux prend sa propre dignité au sérieux. Il ne s'agit pas de gagner des discussions, il s'agit de ne pas te perdre dans la tentative de plaire. Les limites fermes n'ont pas besoin de discours, elles ont besoin de décisions. 4. Protège ta tranquillité face aux provocations. Il y a des personnes dont la présence se fait sentir comme un bourdonnement persistant dans la nuque, une vibration inconfortable qui ne disparaît pas même si tu changes de pièce ou augmentes le volume de la musique. Ce n'est pas un coup frontal, ni un cri, c'est une provocation calculée, une grimace à peine visible, un commentaire subtil qui cherche à s'infiltrer sous ta peau, une question enveloppée d'ironie, un regard qui ne se maintient pas mais ne se retire pas non plus. Le corps réagit avant l'esprit, les épaules se tendent, la mâchoire se serre, le sang s'accélère. À cet instant, tout ton entraînement émotionnel est mis à l'épreuve. L'instinct t'invite à répondre, à rendre le coup avec des mots, à te justifier, à prouver que tu n'es pas faible. Mais c'est justement là que se joue la partie. La provocation n'a de pouvoir que si tu l'acceptes, si tu entres dans le jeu qu'on te propose. Il est facile de tomber dans le piège de la réaction, beaucoup plus difficile de choisir le calme comme bouclier. Observer une personne toxique essayer de te déstabiliser, c'est comme voir quelqu'un lancer des hameçons en espérant que tu mords. Chaque provocation est une quête de contrôle, une invitation à perdre ton centre. Si tu acceptes le défi, tu perds ta paix et tu deviens la marionnette de leurs états d'âme. La sérénité, en revanche, est un silence qui pèse plus que n'importe quel argument. Il ne s'agit pas de rester silencieux par soumission, mais de montrer que ta stabilité n'est pas à vendre. Le calme n'est pas passivité. C'est une déclaration active. Je ne cède pas ma tranquillité pour ton conflit. Il y a une ligne emblématique que tu dois graver. Tu n'es pas responsable de la guerre intérieure des autres. Quand tu comprends cela, tu cesses de prendre personnellement les attaques déguisées en blagues, les comparaisons malveillantes, les gestes qui cherchent à enflammer ta colère. Le travail stoïque consiste à remarquer la réaction qui monte de l'estomac et à l'arrêter avant qu'elle n'atteigne la langue. Respirez profondément, relâchez la tension, regardez dans les yeux sans hésitation. Parfois, un geste minimal, une pause délibérée, suffit pour que l'autre perçoive qu'il n'a pas accès à ton centre. Tu n'as pas besoin d'explications ni de discours moraux. Ta contenance est une réponse suffisante. La dignité ne se négocie pas dans un échange de reproches. Les gens toxiques se nourrissent de l'effet qu'ils parviennent à provoquer. Si tu ne leur donnes pas cette dose de réaction, ils se retrouvent vides face à leur propre malaise. La véritable force ne réside pas dans le fait de gagner la discussion, mais dans le fait de ne pas perdre son calme. Maintenir la sérénité face à la provocation est un acte de résistance. C'est comprendre qu'à chaque fois que tu choisis de ne pas entrer dans le jeu, tu construis un mur invisible qui protège ton énergie.
La provocation n'est efficace que si tu la subventionnes avec ta paix. Voici une autre ligne emblématique. Ta tranquillité est un territoire sacré. Défends-le. La prochaine fois que quelqu'un essaie de t'entraîner dans son drame, souviens-toi que ta réaction t'appartient. Personne ne mérite le pouvoir de te sortir de ton centre. Chaque provocation est une opportunité de te prouver que ton bien-être ne dépend pas du déséquilibre des autres, mais de la discipline avec laquelle tu choisis tes batailles. 5. Ne laisse pas les autres dicter ton état. Tu n'es pas un thermomètre du malaise des autres. Chaque fois que tu ajustes ton humeur en fonction des émotions ou des commentaires des autres, tu deviens la marionnette d'une représentation médiocre qui ne t'appartient même pas. C'est pathétique de voir combien de personnes remettent leur sérénité entre les mains de gens dont le jugement n'a jamais rien apporté de bon. Tu te convaincs que céder est de l'empathie, que d'être sensible fait de toi une meilleure personne. Et ainsi tu traînes ta peine tout au long de la journée, réagissant à chaque geste, à chaque mot, à chaque silence gênant. Combien de temps vas-tu hypothéquer ta tranquillité, juste par peur de paraître froid, distant ou égoïste? Ne confonds pas compassion et soumission. La véritable compassion commence lorsque tu fais clairement comprendre que ton état intérieur n'est pas ouvert à la manipulation émotionnelle de quiconque. Le stoïcisme ne te demande pas d'être de pierre, mais exige une discipline brutale. Personne n'a le droit de s'installer dans ta tête et de tirer les ficelles de ton humeur. Si quelqu'un arrive de mauvaise humeur, tu n'as pas à te laisser contaminer. Si un autre décharge sa frustration sur toi, tu as le droit de ne pas laisser ce poison s'infiltrer dans tes décisions. Chaque fois que tu réponds avec anxiété ou colère aux caprices émotionnels d'un autre, tu te rabaisses à son niveau et perds le contrôle de ce qui t'appartient vraiment, ton esprit. C'est la différence entre être maître de soi ou esclave des circonstances. Ce qui t'affecte, tu l'autorises. Grave-le en toi. Beaucoup se cachent derrière des prétextes lamentables. C'est que je suis très empathique. Je ne peux pas m'en empêcher. Les attitudes des autres m'affectent beaucoup. Mensonge. Ce que tu ne veux pas, c'est assumer le coût de l'indépendance émotionnelle, la solitude occasionnelle, le rejet, le jugement de ceux qui ne supportent pas de te voir stable pendant qu'ils s'effondrent. Si nécessaire, apprends à être inconfortable. Le confort est le prix de la médiocrité émotionnelle. Tu ne dois ta joie à personne, ni tu n'as à porter le poids des autres chaque fois que quelqu'un décide de s'enliser dans la boue de son propre drame. Le contrôle émotionnel ne s'improvise pas, il se travaille. Tu dois décider à chaque instant si tu remets ta paix aux fluctuations des autres ou si tu restes ferme sur ton propre axe. La discipline est simple, bien que pas facile. Observe, reconnais l'influence et coupe-la à la racine. Le respect de soi n'est pas négociable. Voici la seule ligne qui compte. Ton état est ta juridiction exclusive. Le défendre est une question de dignité. Ne permets plus, ne serait-ce qu'un jour, que le climat émotionnel des autres dicte ta prévision interne. Tu peux être empathique sans être une éponge. Tu peux comprendre sans absorber. Choisis, une fois pour toutes, d'être l'architecte de ton état et non le locataire de la tempête d'autrui. 6. Investis ton énergie à grandir, pas à changer les autres. La vérité est celle-ci. Chaque fois que tu insistes pour changer une personne qui ne veut pas changer, tu gaspilles ton énergie dans un pari perdu. Il n'y a rien de plus stérile que d'investir du temps, de l'espoir et des efforts dans la fantaisie, que ton exemple, tes arguments ou ton affection vont transformer quelqu'un qui ne voit même pas de problème dans sa façon d'être. Cet élan de vouloir corriger ou sauver les autres n'est pas de la générosité, c'est de l'arrogance déguisée en bonne intention. C'est l'ego qui murmure que, si tu insistes suffisamment, tu vas réussir à faire éveiller l'autre, à le faire réfléchir ou à te remercier. Mais ce qui se passe réellement, c'est que tu deviens otage d'attentes irréalistes, enchaînant ton bien-être à des résultats qui n'ont jamais été sous ton contrôle. C'est ici que l'esprit se remplit d'excuses. Tu te répètes que tu veux juste aider, que ce serait égoïste de lâcher prise, que tu as l'obligation morale de supporter et de pousser l'autre vers son soi-disant meilleur moi.
Mais si tu es honnête, ce que tu cherches vraiment, c'est à soulager ton propre malaise face à l'inconfort de voir quelqu'un stagné ou destructeur. Tu ne supportes pas la sensation d'impuissance et tu préfères te mentir en pensant que tes efforts peuvent changer la volonté des autres. Le mécanisme est subtil, mais dévastateur. Chaque fois que tu investis dans la transformation d'un autre, tu négliges ton propre processus. Tu remets à plus tard tes objectifs. Tu te distrais de ta croissance. Tu finis par porter un sac à dos qui ne t'appartient pas, tournant en rond au lieu d'avancer sur ton propre chemin. Le stoïcisme est brutalement clair à ce sujet. Tu ne peux pas sauver celui qui ne veut pas sortir de son trou, ni convaincre celui qui s'accroche à son propre drame. La seule transformation légitime est celle que tu fais en toi. Grandir est un travail solitaire et intransférable. Chaque minute que tu passes à essayer de façonner le comportement d'un autre est une minute que tu te voles à toi-même. La véritable discipline consiste à cesser d'utiliser le changement des autres comme excuse pour ne pas affronter tes propres tâches en attente. Investis en toi, pas dans la résistance des autres. C'est une phrase que tu dois te tatouer dans la tête. Ton énergie est limitée. Si tu la gaspilles dans des batailles étrangères, tu arrives à la fin de la journée vide, frustré et amer. Il n'est pas facile de lâcher l'illusion que tu peux être le moteur de l'évolution d'une autre personne, mais c'est nécessaire. Ce qui est vraiment courageux, c'est de reconnaître que ta responsabilité s'arrête là où commence la volonté de l'autre. Le reste est de l'épuisement, c'est de l'arrogance, c'est la peur de rester seul avec ton propre processus. La prochaine fois que tu ressentiras la tentation d'insister, demande-toi si cet effort est un acte d'amour-propre ou juste une façon d'éviter de regarder tes propres carences. La véritable croissance commence lorsque tu récupères ton énergie, que tu cesses d'investir dans des causes perdues et que tu l'orientes sans distraction vers ton propre développement. Tu n'es pas venu dans ce monde pour être l'architecte de la conscience des autres. Tu es venu pour te construire toi-même, sans dépendre de l'évolution de qui que ce soit d'autre. 7. Utilise chaque conflit pour renforcer ton caractère. Tu sors d'une réunion de travail et tu réalises que tu as les épaules tendues, la mâchoire serrée et la tête pleine de phrases que tu n'as pas réussi à dire. Tu te répètes des arguments en silence. Tu repasses chaque geste de cette personne qui semble prendre plaisir à exposer tes erreurs. Et tu analyses la scène en cherchant ce que tu aurais pu mieux répondre. La sensation d'inconfort ne disparaît pas lorsque tu fermes la porte. Tu la traînes jusqu'à chez toi, elle te suit pendant que tu prépares le dîner et s'immisce dans tes pensées avant de dormir. C'est ce type de conflit qui pèse le plus. Celui qui ne se termine pas lorsque la conversation se termine, mais qui reste en suspens comme une dette que tu ne sais pas comment régler. C'est ici que beaucoup de gens stagnent, croyant que la seule issue est d'éviter le conflit ou de fuir ceux qui le provoquent. Mais cette approche ne fait que retarder l'apprentissage. Le conflit est inconfortable, oui, mais c'est aussi le filtre le plus efficace pour te montrer dans quel domaine ton caractère reste vulnérable, quels boutons peuvent être pressés et quelles blessures restent à cicatriser. Du point de vue stoïque, chaque choc avec une personne difficile est un laboratoire de connaissance de soi. Il ne s'agit pas de chercher le conflit, mais de l'observer comme un test de résistance. Quelle partie de toi réagit avec colère? Quelle partie se sent méprisée? Quel mécanisme mental te pousse à te justifier ou à te taire? Si tu l'analyses avec honnêteté, le conflit met en lumière tes insécurités, tes attachements et tes schémas automatiques de défense. Le véritable problème n'est pas l'autre, mais la facilité avec laquelle tu permets à son attitude de te sortir de ton centre. Chaque fois que tu perds le contrôle, tu remets une partie de ton autorité interne et tu renforces l'idée que ta paix dépend de facteurs externes. C'est cela la véritable fracture, la conviction que tu ne seras calme que lorsque l'environnement sera parfait, lorsque personne ne te remettra en question, lorsque tout coulera sans frottement. Mais la vie ne te donnera jamais ce scénario.
Attendre l'absence de conflit est une fantaisie, et vivre en espérant que tout le monde respecte ta sensibilité est la recette parfaite pour la frustration chronique. L'approche stratégique consiste à utiliser chaque conflit comme un entraînement. Non pas pour te durcir ni devenir insensible, mais pour identifier exactement où tu dois renforcer ton caractère. Chaque fois qu'un commentaire t'affecte plus que de raison, c'est une opportunité de te demander pourquoi. Chaque fois que tu restes coincé dans la culpabilité, la honte ou le ressentiment, tu as la possibilité de travailler sur cette zone vulnérable. Le conflit n'est pas une menace. C'est une radiographie de ton état intérieur. Si tu apprends à l'analyser sans victimisation, tu découvres des schémas qui se répètent, des arguments internes qui te sabotent et des croyances qui ne te servent plus. Ce n'est qu'alors que tu peux décider, de manière consciente, quelle partie du poids tu veux continuer à porter et quel est le moment de lâcher prise. Souviens-toi de cela. Le conflit révèle, il ne détruit pas. Et aussi, la force n'est pas l'absence de choc, c'est la résilience face à eux. Chaque situation difficile, si tu l'affrontes avec honnêteté et discipline, devient un investissement dans ton autonomie émotionnelle. Rester coincé dans la plainte ne fait que prolonger la dette. Utiliser le conflit comme miroir est ce qui te fait vraiment grandir. Personne ne se renforce en fuyant le frottement, mais en apprenant à supporter le coup de la clarté. 8. Choisis des relations qui renforcent ton équilibre. Parfois, je me retrouve à des dîners ou des réunions entouré de personnes avec lesquelles, en théorie, je devrais me sentir à l'aise. Mais au fond, je veux juste que la nuit se termine. Je regarde les mains agitées sur la table, la façon dont certains sourient sans regarder dans les yeux, les commentaires superficiels que personne n'ose remettre en question. Je perçois comment mon énergie diminue, alors que je fais semblant d'être intéressé, que je ris par obligation et que mon corps, bien qu'il soit encore assis là, demande depuis longtemps à s'enfuir. Ce n'est pas seulement de l'inconfort social, c'est la sensation d'investir ma présence dans des lieux qui ne m'apportent rien, de rester par habitude, par peur du vide laissé par la coupure de certains liens. Je réalise que cette fatigue n'est pas accidentelle. C'est le résultat direct de choisir, encore et encore, des relations qui ne font qu'aggraver mon épuisement mental, pas mon équilibre. L'environnement dans lequel tu évolues te façonne, même si tu ne l'admets pas. Si tu t'entoures de personnes qui se nourrissent de commérages, qui aiment pointer les erreurs des autres ou qui vivent dans un drame constant, tu n'as pas besoin d'être agressé directement pour te sentir vidé. Il suffit de partager le même air, d'écouter le même ton de plainte, d'avaler les mêmes silences tendus. Ces dynamiques, avec le temps, deviennent une sorte de normalité toxique. Tu commences à penser que le malaise fait partie du contrat, qu'il n'y a pas d'alternative, que toutes les relations apportent ce poids. Mais voici la vérité inconfortable. Chaque choix de compagnie est un filtre qui détermine la qualité de tes pensées, de tes émotions et même de tes objectifs. Ce n'est pas seulement une question de s'éloigner des toxiques, c'est une question de décider à qui tu permets de façonner ton état intérieur. Observer les micro-comportements de ceux qui t'entourent est un exercice brutal. Tu remarques des gestes d'approbation dissimulés, des blagues qui cherchent à se positionner au-dessus, des regards qui examinent plus qu'ils n'accompagnent. Si tu restes là, tu absorbes le climat émotionnel comme s'il t'appartenait, même si tu sens qu'il ne te représente pas. Le stoïcisme ici n'est pas indifférence, mais discipline, pour choisir avec qui tu partages tes espaces les plus intimes. Il y a des gens dont la simple présence ordonne ton humeur, t'invite à t'exprimer sans peur, t'encourage à grandir même s'ils ne prononcent pas un mot inspirant. Ce sont des relations qui fonctionnent comme des ancres, pas comme des chaînes. Choisis ces liens, même s'ils te coûtent du temps, même s'ils impliquent de réduire la liste de contacts jusqu'à ce qu'elles tiennent dans une main. Peu de choses pèsent plus que la mauvaise compagnie. Mieux vaut être seul que entouré de ceux qui te volent ta clarté. Tu n'as pas besoin de justifier le filtre. Tu n'as pas à donner d'explications pour prioriser des relations qui renforcent ta paix.
La vie est déjà suffisamment difficile pour en plus porter l'humeur des autres qui ne te tirent que vers le bas. Souviens-toi de ceci, la qualité de tes relations est la véritable frontière de ton équilibre. Ne t'adapte pas à ce qui t'épuise. C'est la seule loyauté que tu te dois. Bien choisir ceux que tu laisses entrer est un acte de respect envers soi-même. Et ce respect, une fois consolidé, commence à protéger ta vie de la toxicité qui te semblait auparavant inévitable. 9. Libère-toi du ressentiment pour avancer. Le ressentiment est comme une encre rouillée attachée à tes chevilles. Peu importe combien tu essaies d'avancer, chaque pas devient plus lourd, chaque décision plus lente, chaque jour, une répétition du même effort inutile. Tu continues à porter des histoires qui ne t'appartiennent pas, comme si la dette émotionnelle de ce qu'on t'a fait te donnait un certain pouvoir. Mais ce que tu obtiens, c'est de sombrer dans ton propre poison. Arrête de te mentir. S'accrocher au ressentiment ne te protège pas, ça te déforme seulement. C'est un mécanisme de défense mal calibré, une excuse élégante pour ne pas lâcher le rôle de victime. Tu veux que l'autre paie, que l'injustice s'équilibre, que la vie reconnaisse ta douleur et la compense. Mais le seul compte qui augmente, c'est le tien, le compte de l'usure, du temps perdu, de l'énergie que tu offres à la mémoire de ceux qui t'ont déjà prouvé leur capacité à te blesser. Il n'y a pas de dignité dans cet attachement à la blessure. Ce que tu appelles mémoire te coûte très cher. Beaucoup s'accrochent au ressentiment parce qu'ils croient que le lâcher, c'est abandonner, comme si pardonner ou laisser derrière soi était un acte de faiblesse. Tu te répètes des phrases bon marché sur le fait de ne pas oublier pour justifier ta colère, mais en réalité, c'est la peur de rester vide, la peur d'accepter que tu as passé des années à nourrir une émotion qui ne t'a jamais rien apporté d'utile. Le ressentiment est un investissement à perte. Tout ce que tu y mets se transforme en frustration et en autocondamnation. Tu préfères continuer à réciter mentalement la liste des griefs, écrire des discours internes que tu ne prononceras jamais. Et ainsi tu reportes la conclusion d'une histoire qui n'existe que parce que tu continues à financer le souvenir. Voici la phrase que tu dois te tatouer. Le ressentiment est une prison avec la porte ouverte. Si tu ne sors pas, c'est parce que tu choisis de rester. Le stoïcisme est brutal avec ses pièges mentaux. Il ne te permet pas de te cacher derrière la douleur, ni de chercher du réconfort dans l'autocompassion. Il te dit, sans détour, que ton seul pouvoir réel est de décider ce que tu fais de ce qui t'est arrivé. Tu peux rester piégé dans le cycle du reproche, ou tu peux couper à la racine et utiliser cette énergie pour te reconstruire, pas pour punir qui que ce soit. Il n'y a pas d'excuse suffisante pour rester enchaîné à des émotions qui te diminuent. Arrête d'attendre que l'autre répare ce qu'il a brisé. La réparation t'appartient. Et elle commence quand tu acceptes que le passé ne peut pas être réécrit, seulement redéfini. Si tu as du mal à lâcher prise, c'est parce qu'au fond, tu t'es habitué à te définir par la blessure. Mais personne qui se respecte ne se permet de vivre attaché à des dettes qui ne lui appartiennent pas. Choisis d'avancer même si ça fait mal. Laisse tomber le ressentiment comme on se débarrasse d'un fardeau inutile au bord du chemin. Ce n'est pas l'oubli, c'est la survie. Le passé ne se guérit pas en ruminer le mal, il se surmonte en cessant d'y investir. La liberté commence le jour où tu cesses de négocier avec l'amertume. Lâcher prise n'est pas perdre, c'est reprendre le contrôle. Si tu n'oses pas lâcher, tu te condamnes à répéter l'histoire jusqu'à l'épuisement. Avance, même si tu dois traîner les pieds. Personne ne va te libérer de ce poids, sauf toi. 10. Fais de ta paix une priorité quotidienne. La paix intérieure n'est pas un accident, c'est une décision quotidienne et consciente. Ce que tu ne mets pas en premier finit au fond de tes priorités, et cela inclut ton propre bien-être. Il y a un piège psychologique que tu répètes sans t'en rendre compte. Tu crois que ta tranquillité est le résultat de ce qui se passe autour de toi, comme si c'était un bénéfice secondaire et non une tâche active. Tu attends que tout soit en ordre, que les autres collaborent, que les circonstances soient favorables, et seulement alors tu te permets de baisser la garde. Mais ainsi, la paix n'arrive jamais, car il y a toujours quelque chose, ou quelqu'un, prêt à la saboter.
Il est facile de remettre à plus tard le soin mental quand personne ne te le demande, mais le prix que tu paies est celui de la fatigue chronique, de l'irritabilité et de ce sentiment d'être toujours à la merci de facteurs externes. Pose-toi la question inconfortable. Combien de fois par jour trahis-tu ta sérénité juste pour éviter le jugement des autres, pour ne pas sembler insensible, pour te conformer à des attentes que tu ne partages même pas? Chaque fois que tu repousses un repos que ton corps réclame, chaque fois que tu acceptes des conversations que tu sais épuisantes, chaque fois que tu te forces à résoudre des problèmes qui ne te concernent pas, tu choisis l'épuisement plutôt que la stabilité. Le plus grave, c'est que tu le fais de manière automatique, sans t'arrêter pour analyser que cette accumulation de petites concessions est ce qui finit par te voler la clarté et la force. La paix n'est pas une pause entre les conflits, c'est la discipline de maintenir ton centre au milieu de l'épuisement quotidien. Personne ne défendra ta tranquillité si tu ne la protèges pas d'abord. L'erreur la plus courante est de confondre la paix avec la passivité. Tu crois qu'être pacifique, c'est éviter le conflit, céder pour ne pas déranger ou te résigner à ce que les autres décident. Mais la véritable paix n'est pas l'absence de friction. C'est la capacité de te tenir ferme dans tes principes, même si l'environnement est défavorable. Elle se construit avec des limites claires, avec des routines qui te nourrissent, avec des décisions qui priorisent ton équilibre, même si cela signifie décevoir ceux qui s'attendent à ce que tu sois leur soutien émotionnel inconditionnel. La paix est un investissement, pas une récompense. Et comme tout investissement, elle nécessite une vigilance quotidienne, une révision des habitudes, remettre en question les inerties émotionnelles qui te poussent à reculer. Il n'y a pas de dignité à vivre fragmenté pour accommoder le désordre des autres. Si chaque jour tu ne fais pas de ta calme une priorité, tu deviens le résultat des pressions et des demandes des autres. Ta paix est ton patrimoine le plus précieux. Elle ne se négocie pas, ne se remet pas à plus tard, ne se donne pas en échange d'acceptation. Commence à traiter ta tranquillité comme tu traites ce que tu chéris le plus, avec discipline, avec jalousie, avec la conscience que la perdre te coûte trop cher. Personne d'autre ne peut assumer cette tâche à ta place. La paix est une décision que tu renouvelles chaque matin, pas un luxe que le monde t'accorde. Être une bonne personne ne garantit le respect de personne. Souvent, l'obsession de plaire et de satisfaire devient un piège camouflé en vertu. Tu t'épuises, tu t'invisibilises et tu finis par payer un prix élevé pour une paix artificielle. Personne ne va prendre soin de tes limites si tu ne le fais pas d'abord. Nous vivons dans une culture qui applaudit le sacrifice et l'abandon excessif, mais qui se tait devant le coup psychologique de ceux qui s'oublient pour soutenir les autres. La soumission n'est pas de la bonté, c'est de la peur déguisée en générosité. Le stoïcisme ne parle pas d'être une statue froide, mais d'entraîner le caractère pour choisir fermement quand dire oui et, surtout, quand dire non. Celui qui ne se priorise pas devient un outil pour les autres. Tu n'es pas responsable de porter le monde sur tes épaules, ni de résoudre les vies des autres. Ta dignité ne peut pas dépendre de l'approbation extérieure. Cesser de se justifier est un acte de respect de soi, et apprendre à se taire à temps est la réponse la plus intelligente quand on cherche à te manipuler. La véritable liberté commence quand tu cesses de demander la permission d'être toi-même. L'inconfort est nécessaire, personne ne te rendra le temps ni l'énergie que tu as sacrifiée par peur de déranger. Aujourd'hui, tu vas apprendre à te choisir, même si cela dérange ceux qui sont habitués à ta soumission. Plus de concessions par peur, la fermeté est ta nouvelle forme de respect. 1. Arrête de chercher une validation constante, arrête de te mentir. Chercher une validation constante est un piège que tu as toi-même creusé et dont toi seul peux sortir. Tu n'es pas un enfant perdu qui a besoin de l'approbation de chaque personne autour de toi pour savoir que tu as de la valeur. Si tu continues à mesurer ta valeur selon les sourires des autres, les merci forcés ou les tapes dans le dos, tu hypothèques ta vie et ton pouvoir personnel en mensualité qui ne cesse jamais d'être payée.
Le besoin chronique de plaire, d'être accepté à tout moment, est un mécanisme mental qui ne fait que te fragiliser et te transformer en marionnette des volontés d'autrui. Chaque fois que tu repousses tes limites par peur de déranger, chaque fois que tu tais ta véritable opinion pour ne pas perdre des points dans cette absurde compétition de sympathie, tu te trahis un peu plus. Et la vérité est celle-ci. Personne ne respecte celui qui s'humilie pour plaire. Personne n'admire celui qui vit en fonction des applaudissements. Arrête de te justifier en disant que tu es une bonne personne, quand en réalité tu es incapable de dire non par peur du rejet. Ce théâtre ne sert qu'à ce que les autres t'utilisent comme un joker émotionnel, sachant que tu céderas toujours à la moindre pression. Être bon n'est pas se laisser piétiner, ni servir de paillasson pour que les autres nettoient leur frustration. La véritable bonté exige de la force, exige du discernement, exige que tu te mettes en premier quand c'est nécessaire. Ne confonds pas éducation avec servilité, ni empathie avec soumission. Il y a une énorme différence entre aider par générosité et se donner par peur. Si ta paix dépend de l'approbation des autres, tu es esclave d'attentes que tu ne contrôles même pas. La philosophie stoïque est claire. Ta valeur n'est pas négociable, ta dignité non plus. Les stoïques ne cherchaient pas des applaudissements, ils cherchaient la cohérence interne. As-tu du mal à poser des limites? As-tu peur de décevoir? Alors tu dois commencer à entraîner ce muscle inconfortable qui s'appelle dignité. Chaque fois que tu acceptes l'inacceptable juste par peur de déplaire, tu fractures ton caractère. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de la faiblesse. Et la faiblesse, au fond, se paie par du mépris, d'abord le tien et ensuite celui des autres. Remercier pour tout, céder toujours, expliquer tes décisions jusqu'à l'épuisement, vivre en fonction de l'humeur des autres. C'est le manuel d'instruction pour une existence médiocre. Tu veux du respect, mais tu te comportes comme quelqu'un de superflu. Tu veux de la liberté, mais tu vis enchaîné à l'opinion des autres. Si tu cherches vraiment l'intelligence émotionnelle, commence par arrêter de demander la permission d'être toi. Personne d'autre ne va te donner ce feu vert que tu désires tant. La validation externe ne remplit jamais le vide intérieur. Elle l'alimente et l'agrandit. Personne ne viendra te sauver de ta propre insécurité. C'est l'une de ces vérités inconfortables. Les gens ne respectent que ceux qui se respectent d'abord. Arrête de perdre du temps à essayer de t'adapter à des moules qui ne te correspondent pas. Arrête de négocier ta paix pour des miettes d'acceptation. Le respect des autres commence toujours par le respect de soi. Tu n'as pas à t'expliquer tout le temps. Tu n'as pas à plaire à tout le monde. Tu n'as pas à être le sauveteur émotionnel de qui que ce soit. Apprendre à dire non, à se taire quand il le faut, à cesser de justifier chaque pas, est le premier acte de rébellion qui te rend le contrôle de ta vie. La validation est une dette impossible à rembourser et plus tôt tu le comprendras, plus vite tu cesseras d'être l'otage des autres. Choisis ta liberté, même si cela te coûte quelques visages fermés. Personne d'autre ne le fera pour toi. 2. Définissez des limites claires et ne les expliquez pas. Il vous arrive quelque chose de simple. On vous demande une faveur que vous n'avez pas envie de faire. Ce n'est pas urgent, ce n'est pas votre responsabilité, mais vous ressentez une pression silencieuse qui vous pousse à dire oui. Vous notez l'inconfort, ce mélange de culpabilité et de peur de décevoir. Et pourtant, vous êtes là, à inventer une excuse, à hésiter, à chercher une raison convaincante qui justifie votre non. Comme si votre refus devait être approuvé, comme si votre droit à avoir des limites dépendait de la compréhension des autres. Souvent, vous n'y parvenez même pas. Vous finissez par accepter, en ingérant le malaise, en accumulant un ressentiment qui se transforme ensuite en fatigue émotionnelle. Et tout cela pour éviter un moment de tension. Quel prix élevé il en coûte de céder son espace personnel pour un instant de paix apparente. Mais le véritable problème n'est pas à l'extérieur, mais dans la croyance intérieure que vous devez expliquer, négocier ou adoucir vos limites pour qu'elles ne semblent pas être une attaque. C'est un piège mental que vous avez appris depuis votre enfance. L'idée que poser des limites est synonyme d'égoïsme, que être ferme est être insensible ou froid. Ainsi,
Chaque fois qu'une situation inconfortable se présente, votre esprit se remplit de justifications, prépare des arguments, imagine des réactions négatives et cherche à éviter le conflit à tout prix. Le poids de l'approbation sociale devient une sorte de filtre qui déforme votre perception de ce qui est juste et nécessaire. Mais la vérité est que personne ne va protéger votre paix si vous ne le faites pas d'abord. Vous n'avez pas à vous asseoir devant un tribunal chaque fois que vous décidez de prendre soin de votre temps ou de votre énergie. C'est ici que la dignité et l'intelligence émotionnelle entrent en jeu. Les limites claires ne demandent pas de permission ni de pardon. Elles se communiquent avec fermeté, sans fioriture ni excuse. Expliquer trop est une forme cachée de demander de l'acceptation, de mendier de la compréhension pour quelque chose qui, au fond, vous revient de plein droit. Chaque fois que vous justifiez vos limites, vous les affaiblissez. Chaque fois que vous donnez des explications inutiles, vous ouvrez la porte à ce que d'autres négocient avec vous, remettent en question vos raisons ou vous manipulent pour que vous cédiez. Le respect ne croit pas là où il y a de l'hésitation. La clarté, bien qu'elle soit parfois inconfortable, est un acte d'autodéfense psychologique. La racine de cette habitude réside dans la peur de perdre l'affection ou le statut, dans la crainte d'être considéré comme égoïste. Mais cet investissement émotionnel ne vous conduit qu'à hypothéquer votre bien-être futur pour une petite dose d'acceptation passagère. La véritable force réside dans la capacité à supporter l'inconfort momentané d'un visage long ou d'un silence gênant, plutôt que de porter pendant des jours l'insatisfaction d'avoir cédé encore une fois. Dire non et se taire ensuite est suffisant. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit que vos limites sont valables. Vous n'avez pas besoin d'être sympathique pour être respecté. Silence et fermeté, c'est la véritable autorité. Lorsque vous commencez à le pratiquer, c'est difficile. Le corps se tend, la voix tremble, l'esprit crie que vous devez expliquer, adoucir, ne pas risquer d'être le méchant. C'est le vieux réflexe de vouloir plaire et appartenir. Mais c'est là que se forge le caractère, en résistant à la tentation de vous justifier. Ce n'est pas de l'arrogance ni de la froideur, c'est du respect de soi. La valeur de vos limites se mesure à votre capacité à les maintenir sans demander pardon d'exister. Au final, seul celui qui sait dire non, sans tourner autour du pot, devient maître de lui-même. Ligne emblématique. La limite que vous défendez en silence vaut le double. Une autre, votre autorité commence là où vous cessez de vous justifier. 3. Choisis ton bien-être avant de plaire. Je n'aime pas l'admettre, mais souvent, j'ai choisi le bien-être des autres avant le mien, juste pour éviter de me sentir coupable. C'est inconfortable de reconnaître que, derrière cette générosité apparente, se cachait une sorte d'addiction à l'approbation, une dépendance psychologique à la sensation d'être le bon, même si cela impliquait de me trahir. Le problème, c'est que ce mécanisme ne paie jamais ce qu'il promet. Il te livre la satisfaction fugace de plaire, mais te facture ensuite avec de la fatigue, du ressentiment et un sentiment de vide qui ne s'en va pas. Si tu y penses calmement, prioriser le plaisir des autres est une stratégie de survie apprise, un réflexe presque automatique pour te protéger de l'inconfort, du rejet ou du jugement. Mais cette stratégie, loin de t'apporter la paix, te transforme en otage des émotions des autres. C'est un investissement émotionnel avec des intérêts très élevés. Plus tu cèdes, plus on attend de toi, et plus tu t'efforces de ne pas décevoir, moins tu te respectes toi-même. L'origine de ce schéma se trouve souvent dans une éducation émotionnelle défectueuse, où l'on t'a appris que ton propre bien-être est secondaire et que mettre les autres en premier est un signe de vertu. Le résultat est que chaque fois qu'un conflit surgit entre ce dont tu as besoin et ce que les autres attendent de toi, ton esprit active le pilote automatique. Minimiser tes besoins, justifier ceux des autres, reporter ton repos, accepter des tâches qui ne te concernent pas. Le coût de cette habitude est cumulatif et le corps le ressent. Fatigue chronique, irritabilité, manque de motivation et un sentiment constant d'être endetté envers tout le monde sauf toi-même. Vivre ainsi
C'est renoncer peu à peu à ton propre projet de vie. C'est donner du temps, de l'énergie et de la santé en échange d'une image de bonté que personne ne récompensera comme tu l'espères. Sur le plan psychologique, le dilemme est simple. Tu dois décider si tu préfères la tranquillité superficielle de plaire au détriment de ton authenticité ou le malaise momentané de te prioriser, même si cela dérange les autres. La peur d'être égoïste est un piège conceptuel, un filtre mental hérité qui déforme l'idée de justice personnelle. Te prioriser n'est pas négliger les autres, c'est cesser de te sacrifier inutilement par peur de perdre de l'affection. Lorsque tu analyses tes décisions sous cet angle, tu réalises combien de fois tu as agi par peur et non par liberté. C'est ici que l'intelligence émotionnelle réelle entre en jeu. Il ne s'agit pas de te protéger de la douleur des autres, mais d'apprendre à distinguer entre aider par conviction et aider par besoin d'être accepté. La première option ajoute, la seconde te retire. Choisir ton bien-être exige une révision brutale de tes motivations et un entraînement conscient pour tolérer le malaise de décevoir. Personne n'aime recevoir de la désapprobation, mais si tu choisis toujours le chemin facile, tu ne connaîtras jamais le respect de soi. Chaque fois que tu priorises ton repos, ta santé mentale ou ton temps, tu envoies un message clair. Ta vie n'est pas une monnaie d'échange pour acheter de la sympathie. Ces petits actes d'auto-affirmation, bien que gênants au début, construisent une base solide sur laquelle repose une véritable estime de soi. La clé est de comprendre que plaire n'est pas une obligation morale et que personne n'a le droit d'exiger ton sacrifice constant. La philosophie stoïque le dit clairement, le contrôle sur ce que tu penses et décides t'appartient et seulement à toi. Si tu remets ce contrôle par peur de déplaire, tu perds bien plus qu'un sourire d'autrui. Tu perds la possibilité de vivre en cohérence. Choisis ton bien-être avant de plaire, même si cela implique des visages fermés ou des jugements silencieux. La vraie paix commence lorsque tu cesses de te trahir pour t'intégrer. Il n'existe pas de dignité sans autodéfense consciente. Phrase emblématique, ton bien-être n'est pas négociable. Une autre, le respect des autres ne compense pas l'abandon de soi. 4. Utilisez le silence comme réponse consciente. Un ascenseur arrêté entre deux étages, silence absolu, seulement le bourdonnement lointain du câble tendu et le clignotement froid du panneau de chiffres. Pas de musique, pas de mots, pas d'échappatoire rapide. Juste cet instant suspendu où le temps s'étire et t'oblige à t'écouter, à sentir le poids de ta respiration et le battement accéléré sous la peau. Utiliser le silence comme réponse, c'est exactement cela. Arrêter le mécanisme automatique des excuses, couper le flux anxieux des mots et rester immobile, mal à l'aise, dans l'espace entre ce qu'on te demande et ce que tu décides. Le silence, bien choisi, est inconfortable pour celui qui l'observe, percutant pour celui qui le maintient. C'est le langage de celui qui n'est plus prêt à offrir des explications, ni à laisser les autres le pousser hors de ses propres limites. Dans la vie réelle, cela se traduit par des gestes concrets. Quelqu'un te lance une demande déguisée en urgence, attend ta réaction docile, mais tu soutiens simplement le regard, sans hâte, laissant le poids de l'attente tomber sur la table. Tes mains restent immobiles, tes lèvres scellées. L'autre commence à s'inquiéter, cherche à remplir l'air de justification, d'arguments, d'allusions, mais tu ne cèdes pas le terrain. Apprendre à utiliser le silence nécessite une maîtrise du corps. Contrôler l'impulsion de te justifier, résister à la pression invisible de devoir dire quelque chose. Laisser le moment se refroidir pour que la décision vienne de la fermeté et non de la culpabilité. Le silence est inconfortable, mais c'est un inconfort qui entraîne le caractère et protège ton énergie. Beaucoup ne supportent pas ce vide et remplissent l'air d'excuses inutiles, comme celui qui se couvre d'une couverture chaque fois que la température baisse. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas expliquer, chaque fois que tu permets à l'autre de coexister avec le non-dit, tu renforces ton autorité interne. Il est courant qu'on te qualifie de froid ou distant. C'est le prix initial de cesser d'être prévisible et complaisant. L'inconfort des autres ne t'appartient pas.
Lorsque tu romps avec l'habitude de remplir l'espace avec des arguments, tu apprends à valoriser l'information que ton propre silence génère. Tu observes comment l'autre réagit, combien il insiste, à quelle vitesse il recourt à la manipulation ou au reproche. Le silence bien utilisé est un filtre. Il sépare la demande légitime du chantage émotionnel. Il ne s'agit pas de devenir hermétique ou indifférent, mais de choisir quand et comment parler, de ne pas offrir ton énergie à chaque interaction. Le silence est aussi un bouclier, face aux provocations, aux critiques déguisées en conseils ou aux tentatives de te faire douter de tes propres décisions. Se taire est une manière de couper le cycle de l'influence extérieure. Au lieu d'entrer dans le jeu de la justification, d'alimenter le conflit avec des mots, tu choisis la pause, l'espace, la réponse qui ne s'épuise pas. Celui qui maîtrise le silence maîtrise la scène. Ligne iconique. Le silence inconfortable vaut plus que 1000 excuses vides. Tu n'as pas à remplir tous les vides. La véritable force réside dans le maintien de l'espace, dans la résistance à la pression sans te trahir, dans le fait de laisser clairement, sans mots, que ta décision est suffisante en elle-même. Il y a des gestes qui en disent plus que n'importe quelle explication. Le regard ferme, la posture droite, l'immobilité des mains. C'est là que surgit la véritable dignité, la certitude que ta présence ne demande pas de permission. Laisse le silence parler pour toi. Celui qui ne sait pas coexister avec lui ne sait pas non plus respecter tes limites. Ligne iconique. Celui qui maîtrise le silence devient maître de son temps et de sa paix. 5. Ne prends pas la responsabilité de la vie des autres. Tu n'es le sauveur de personne. Arrête de porter les vies des autres comme si c'était ta responsabilité, comme si ta mission était de sauver ceux qui s'enfoncent dans leurs propres erreurs. Ce rôle est un piège déguisé en noblesse, une stratégie d'auto-illusion qui ne fait qu'alimenter ton ego et drainer ton énergie. La vérité inconfortable est que tu t'es habitué à te sentir nécessaire, à croire que sans ton aide, les autres ne sauraient pas quoi faire. Mais ce besoin d'intervenir, de résoudre, d'éviter que les autres affrontent leurs conséquences n'est qu'un mécanisme pour te distraire de ton propre vide. Chaque fois que tu t'immisces pour résoudre des problèmes qui ne sont pas les tiens, tu te mets une médaille invisible et en même temps, tu t'enchaînes à une vie d'épuisement, de frustration et de ressentiment. La réalité est brutale. Celui qui vit en assumant les responsabilités des autres n'est pas plus généreux, il est plus faible. Ce n'est pas de la force, c'est de la peur déguisée en vertu. Peur de ne pas être important, de ne plus être indispensable. Peur que si tu lâches le rôle de sauveur, tu te retrouves seul avec tes propres affaires, sans le drame des autres qui te donne un sens. Mais personne ne te remerciera comme tu l'espères. Au contraire, plus tu résous pour les autres, plus ils deviennent dépendants. Plus tu te sacrifies, moins ils te valorisent. Devenir le coussin émotionnel des autres ne fait que te faire utiliser comme monnaie d'échange pour acheter de l'affection bon marché. Arrête de te croire indispensable. La vie des autres n'est pas ton projet. Il est facile de tomber dans l'excuse de « je veux aider ». Je ne peux pas détourner le regard. Si je ne le fais pas, personne ne le fera. Mais ces phrases sont des mensonges que tu te racontes pour ne pas affronter la peur de décevoir, de perdre le contrôle, de cesser d'être perçu comme la bonne personne que tout le monde peut utiliser à sa convenance. Sois clair. Aider ceux qui en ont vraiment besoin, oui. Porter leurs responsabilités, non. Il y a une différence gigantesque entre la compassion et la codépendance. La première ajoute, la seconde te soustrait. Si ton estime de soi dépend de te sentir utile pour tous, ce que tu as n'est pas de la générosité, c'est de la dépendance émotionnelle. Personne ne respecte celui qui se sacrifie toujours et ne se choisit jamais. Phrase emblématique, celui qui vit pour sauver finit par se noyer. Arrête de protéger les adultes de leurs propres erreurs. Laisse le poids des conséquences tomber là où il doit. Personne ne mûrit ni n'apprend quand il y a quelqu'un qui résout tout. Et si c'est toi qui soutiens, qui amortis, qui bouche les trous des autres, tu retardes seulement la croissance des autres et sabotes la tienne. Ce qui semble être de l'empathie
est en réalité de la peur du rejet déguisé en altruisme. Ne te trompe pas. La véritable force réside dans le fait de voir quelqu'un trébucher et, au lieu de courir pour le relever, de faire confiance à sa capacité à se relever seul. Si tu es toujours le filet de sécurité, tu deviens prisonnier des chutes des autres. Ce n'est pas ton rôle. Éloigne-toi du syndrome du sauveur. Arrête de demander la permission de te prioriser. Si quelqu'un se sent mal à l'aise parce que tu cesses de porter sa vie, c'est son problème, pas le tien. La dignité commence lorsque tu lâches le besoin d'être le héros et que tu te choisis toi-même. Phrase emblématique. Ta vie n'est pas la scène des batailles des autres. Celui qui veut vraiment du respect apprend à lâcher la responsabilité qui ne lui revient pas. Tu n'es pas indispensable, tu es libre. 6. Sois juste avec vous-même avant d'être généreux. La justice commence par soi-même, même si cela fait mal à l'admettre. Vous ne pouvez pas parler de véritable générosité si vous passez votre vie à ignorer vos propres besoins, à remettre à plus tard vos désirs et à reléguer votre bien-être au dernier plan. C'est une contradiction brutale. Vous vous efforcez tant d'être juste et disponible pour les autres, mais vous êtes implacable avec vous-même. Vous vous imposez des sacrifices que vous ne demanderiez jamais à personne d'autre. Cette balance déséquilibrée n'est pas une vertu, c'est de l'abandon de soi déguisé en bonté. Ce que vous appelez générosité est souvent une peur d'être égoïste, une peur de ne pas être à la hauteur des attentes, une peur de ne plus être nécessaire. Vous vivez en vous préoccupant de ne pas décevoir, de ne pas déranger, de toujours répondre présent, même si pour y parvenir, vous devez vous trahir un peu chaque jour. La voix intérieure qui vous dit que ce n'est pas si grave, que les autres en ont plus besoin, que vous pouvez supporter, est le mécanisme qui perpétue cette injustice silencieuse. Ainsi, vous devenez le juge le plus sévère de vos propres besoins et le défenseur inflexible de ceux des autres. La racine de ce schéma réside dans une croyance ancienne et profondément ancrée. L'idée que se prioriser est une faute, que penser d'abord à soi est une sorte de péché moral, mais personne ne vous récompense pour vous sacrifier en silence. Au contraire, vous vous habituez à être la ressource facile, le joker qui est toujours là, même lorsque vous ne pouvez plus. Ce système fonctionne par inertie, vous vous retrouvez à résoudre, à accompagner, à céder, et quand enfin vous vous demandez ce dont vous avez besoin, la seule chose qui apparaît est une sensation de vide et de fatigue accumulée. Vous vous êtes tellement entraîné à regarder vers l'extérieur que vous ne reconnaissez même plus le poids de votre propre dette interne. Être juste avec vous-même n'est pas un acte d'égoïsme. C'est une question d'équilibre psychologique et de respect de base. Celui qui ignore ses propres limites finit par faire payer les autres sous forme de ressentiment, d'épuisement ou de reproches déguisés en bonté. Être juste avec vous-même exige de revoir la façon dont vous vous parlez, dont vous vous jugez et dont vous vous permettez de vous reposer, d'échouer ou de dire non sans sentir que vous devez quelque chose au monde. Il ne s'agit pas d'abandonner la générosité, mais de comprendre que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas, ni offrir une énergie qui ne vous reste pas, ni résoudre les vies des autres au détriment de la vôtre. Cet ajustement mental est inconfortable car il oblige à affronter la question que vous évitez le plus. Quelle part de votre générosité est authentique et combien est un mécanisme pour masquer votre peur de ne pas valoir si vous cessez d'être utile? La véritable générosité ne peut surgir que de quelqu'un qui est en paix avec lui-même. Pas de celui qui utilise le sacrifice pour remplir un compte émotionnel toujours dans le rouge. Prendre soin de soi est un acte de justice fondamentale. Ligne emblématique. Personne ne va vous rendre ce que vous vous refusez vous-même. La philosophie stoïque insiste sur ce point. La véritable vertu commence par l'autogouvernance. Vous ne pouvez pas être juste à l'extérieur si vous êtes implacable et injuste à l'intérieur. Vous ne pouvez pas prêcher l'empathie si votre dialogue interne est pure exigence et culpabilité. La justice envers vous-même est le premier filtre. C'est seulement à partir de là que vous pouvez choisir quand donner, comment aider et jusqu'où accompagner sans vous perdre dans le processus. Et oui,
Apprendre à être juste avec vous-même va déranger ceux qui étaient habitués à votre disponibilité illimitée. Qu'il en soit ainsi. Votre dignité n'est pas négociable, votre bien-être non plus. Soyez juste avec vous-même avant d'être généreux, même si cela implique de décevoir ceux qui s'attendaient à continuer à vous demander des sacrifices silencieux. Le respect de soi se construit ainsi, en se choisissant sans demander pardon. Ligne emblématique, justice personnelle avant sacrifice chronique. 7. Priorise ta dignité plutôt que l'approbation. Tu arrives à une réunion de famille et presque sans t'en rendre compte, tu te retrouves à accepter des commentaires sur ta façon de vivre, tes décisions, même tes silences. Quelqu'un donne son avis sur ton travail, un autre remet en question ton dernier choix personnel et l'ambiance se remplit de petites évaluations déguisées en intérêt. Ton premier réflexe est d'acquiescer, de sourire, d'adoucir le moment pour ne pas créer de tension ni te sentir hors de place. Mais chaque fois que tu avales une gêne, chaque fois que tu baisses la tête pour éviter une discussion minime, ce que tu fais réellement, c'est mettre ta dignité au second plan et donner la priorité à l'approbation de ceux qui t'entourent. Le mécanisme est simple et profondément ancré. On t'a conditionné à penser que plaire est plus important que d'être fidèle à toi-même, que faire plaisir au groupe est une bouée de sauvetage social que tu ne peux pas lâcher. Mais cette habitude, devenue réflexe, finit par éroder ta perception de toi-même jusqu'à ce que ta présence devienne négociable et ton jugement malléable par l'opinion des autres. Si tu analyses le processus, le désir d'approbation n'apparaît pas de nulle part. Il a des racines dans le besoin d'appartenir et dans l'insécurité apprise dès le plus jeune âge. Tu ne veux pas détonner. Tu préfères éviter le jugement et le rejet, même si cela implique de céder de petits territoires internes. Le problème est que chaque concession t'éloigne un peu plus de ta propre cohérence. La dignité ne se perd pas dans de grands drames, mais dans ces gestes quotidiens où tu choisis de garder le silence sur ce que tu penses, d'accepter ce que tu ne veux pas, ou de déguiser ton inconfort pour ne pas être perçu comme l'étrange ou le problématique. Ainsi, l'approbation devient une monnaie d'échange et tu t'habitues à en payer le prix avec tes propres principes. Cet investissement ne rapporte pas. Ce que tu gagnes est une paix superficielle, une illusion d'appartenance qui n'est jamais suffisante car elle dépend de facteurs que tu ne contrôles pas. La conséquence de prioriser l'approbation sur la dignité est une sorte d'érosion interne. Tu perds ton centre, tu cesses de te reconnaître, et le respect de soi se dilue jusqu'à ce qu'il ne reste que le masque fonctionnel que tu portes en société. L'estime de soi ne survit pas longtemps lorsque tu la laisses entre les mains des autres. Et c'est ici qu'intervient l'analyse stratégique. Tu dois identifier les points de fuite, ces moments où le désir d'être accepté te pousse à te trahir. La première étape est d'observer sans anesthésie comment tu agis lorsque tu sais que tes décisions peuvent déranger ou déplaire. C'est là que se révèlent les véritables limites de ta dignité. Il ne s'agit pas de se battre pour tout ni d'imposer ta volonté, mais de maintenir ton jugement même si cela signifie perdre de la sympathie ou faire face à des regards inconfortables. La fermeté n'est pas de l'arrogance, c'est une autodéfense psychologique. Ligne emblématique. La dignité n'est pas négociable, même si l'approbation a bonne presse. Apprendre à prioriser ta dignité est un processus de désapprentissage conscient. Cela exige de désactiver le pilote automatique qui te pousse à chercher l'approbation et de le remplacer par une boussole interne orientée vers la cohérence et le respect de soi. Cela implique de l'inconfort, oui, car tu devras faire face à la vieille peur d'être mal compris ou rejeté. Mais chaque fois que tu choisis ta dignité au-dessus du plaisir social, tu renforces ton caractère et récupères ton autorité sur toi-même. C'est un entraînement. Maintenir tes décisions sans entrer dans des explications inutiles. Exprimer ton désaccord avec respect mais sans l'adoucir jusqu'à le rendre méconnaissable. Accepter que tout le monde ne va pas te célébrer et que c'est bien ainsi. La liberté personnelle commence lorsque tu cesses d'hypothéquer ton authenticité pour un sourire emprunté. Ligne emblématique.
Privilégie l'inconfort de la vérité plutôt que de t'intégrer par habitude. 8. Agis avec fermeté, pas avec soumission. Je reconnais que je me suis surpris à accepter des choses que je ne voulais pas, simplement parce que l'inconfort de dire non me semblait plus lourd que le désagrément de céder. Je me souviens de la tension dans le corps, du geste forcé d'acquiescer, de la mâchoire serrée, alors que dans ma tête s'allumait l'alarme qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et pourtant, choisissant la soumission par habitude, par peur, par ce réflexe appris de survivre en plaisant, c'est comme laisser quelqu'un d'autre conduire ta vie, même si tu sais que le volant t'appartient. Il ne s'agit pas de grands drames, mais de ces moments où ton langage corporel te trahit, les épaules affaissées, le regard baissé, les mains agitées sur la table. Chaque fois que tu agis depuis la soumission, ta présence se rétrécit un peu plus, ta voix s'éteint et ton énergie se disperse à plaire plutôt qu'à affirmer ton avis. La fermeté, en revanche, a une texture différente. Elle se remarque dans la posture droite, dans le regard qui ne se cache pas, dans le ton de voix qui ne monte ni ne descend pour s'adapter à l'ambiance extérieure. Agir avec fermeté n'est pas crier ni s'imposer, c'est maintenir la décision, même si l'atmosphère se tend, même si l'autre fronce les sourcils ou croise les bras en signe de désaccord. C'est le geste de celui qui n'est pas prêt à céder son espace intérieur pour quelques miettes d'approbation. Il y a un moment clé, cet instant où tu ressens la pression de céder, et au lieu de te recroqueviller, tu restes là où tu es. Tu n'expliques pas trop, tu n'embellis pas ton refus, tu le maintiens simplement, laissant l'autre voir que ta décision est inébranlable. C'est ainsi que l'on entraîne la dignité, en supportant le poids du silence, en tolérant l'inconfort des autres sans l'absorber comme une responsabilité personnelle. L'habitude de la soumission se nourrit de petits gestes quotidiens. Le oui que tu voulais être un non, le sourire qui cache le malaise, l'excuse inutile pour éviter un frottement. Mais la fermeté se forge aussi dans des détails simples. Maintenir le dos droit, regarder en face, parler en phrases courtes et claires. La sécurité se transmet plus parce que tu ne cèdes pas que parce que tu expliques. Ceux qui t'entourent le perçoivent. L'énergie change, le traitement s'ajuste. Le respect grandit à mesure que tu cesses de demander la permission d'avoir ton propre avis. Personne ne peut respecter celui qui plie sous la moindre pression. Le respect se construit à partir de la cohérence, pas de la complaisance. Ne confonds pas fermeté avec froideur. La fermeté est clarté, pas rigidité. C'est la capacité de reconnaître tes limites, de choisir quand t'aider et quand te retirer, d'écouter sans laisser l'opinion des autres submerger ton propre jugement. Dans la pratique, cela se ressent comme un contrôle interne, comme si le centre de gravité était en toi et non chez les autres. C'est une autorité silencieuse, sans besoin de te justifier ni d'élever la voix. Celui qui agit avec fermeté occupe de l'espace sans envahir, marque sa présence sans écraser. La véritable autorité est silencieuse, mais elle se ressent dans l'air. Personne ne l'accorde, tu la construis chaque fois que tu choisis de ne pas te trahir. Fais l'expérience. La prochaine fois qu'on te demande quelque chose que tu ne veux pas, observe ton corps, écoute ta voix, note si l'impulsion est de céder ou de te maintenir. Décide, prononce ton non et reste ferme, même si la situation devient tendue. C'est inconfortable, oui, mais cet inconfort est le prix de ta liberté. Ligne iconique. La fermeté ne crie pas, mais elle s'entend clairement. Une autre. Ta présence pèse plus quand tu ne te plies pas. La soumission est la renonciation silencieuse. La fermeté, la conquête quotidienne de ton respect personnel.